Merci de nous rejoindre sur CamNews 24 et c'est International qui fait sa première sortie de l'année. Et sur ce plateau, pour parler justement des questions internationales, j'accueille Ghislain Kougan. Bienvenue et bonne année. Merci Donald, bonne année à toi et à tous les téléspectateurs de CamNews 24 Télévision. On entre directement dans le vif du sujet présidentiel en RCA. Le verdict du premier tour est tombé. Tous les votes ont été comptabilisés et deux personnalités se dégagent. Alors, Ghislain, ces résultats reflètent-ils la volonté du peuple centrafricain à sortir de la crise? Si l'on se réfère au taux de participation qui est de 79%, on peut estimer que ce résultat peut refléter justement la volonté des populations de la RCA de sortir de la crise. Évidemment que les populations sont fatiguées de cette guerre qui ne finit finalement pas. Il faut bien tourner la page et ces deux potentats, ces deux personnalités que l'on a à l'issue du premier tour, à savoir Dolo-Guelleh qui a 23% et puis Touadéra qui a 19%, peuvent nous amener à estimer, pour ce qui est des résultats justement, que la RCA est sur la bonne voie. Est-ce qu'on pourrait savoir ce qui a milité en faveur de ces deux personnalités qui se dégagent à l'issue du premier tour? Je pense qu'il faut d'abord relever que C'est d'autant c'est, plus qu'il y avait beaucoup de candidats. bien évidemment, il faut d'abord relever que ces deux candidats ont un parcours commun. Pourquoi? Parce que les deux sont des anciens premiers ministres. Le premier, justement, de Guelleh, qui a 23%, a été premier ministre de l'ex-président Ange-Félix Patassi entre 1999 et 2001. Et le deuxième, Faustin Archange Touadéra, 19%, a été Premier ministre sous le règne de François Bozizé entre 2008 et 2013, dont les deux ont quand même occupé une haute fonction au sein de l'administration centrafricaine pour savoir, pour maîtriser les rouages du pouvoir. Mais il convient de relever également que pour ce qui est du deuxième, Faustin Touadéra, il est un peu considéré comme l'outsider ici parce qu'il s'est présenté avec une candidature indépendante. Donc il n'a pas brigué la présidence sous la bannière d'un parti politique. Il est allé, comme on dit, tout seul. Donc c'est un peu la raison pour laquelle le score, c'est ce que je pense, de Faustin Touadéra est appréciable. Je pense qu'il faut suffisamment analyser la performance de celui-là pour comprendre notamment qu'il faut suivre ce scrutin avec beaucoup d'attention. Il faut suivre ce scrutin avec beaucoup d'attention. Le dernier tour de la présidentielle là-bas, c'est le Le 30 31 janvier, le 31 janvier janvier 2000. prochain, ce sera le Voilà. second tour. Et je pense que les enjeux du second tour sont véritablement importants parce qu'il faudra ici voir au niveau des alliances. Vous savez très bien que le troisième, c'est, je crois, Kolimba qui a 12,6%, Martin Ziguelet, lui, a 10%, et puis Jean Bokassa, qui est le fils de l'ancien président, à 6,5%. Donc, ça va se jouer au niveau des alliances. Encore qu'il faut préciser que le KNK, qui est le parti de Bozizé, a demandé que l'on vote officiellement pour Dolo-Guelleh, alors que le deuxième, Touadéra, fait partie du KNK. Donc c'est la base qui a porté son soutien au candidat Touadéra. Vous comprenez bien qu'il y a commission au sein du KNK, le parti de François Bozizé, qui officiellement, et on comprend les partis sur le continent africain, les partis de masse et les partis de cadre, mais la réalité ou alors le terrain politique africain nous fait comprendre qu'il s'agit des partis mixtes, où vous avez le haut du parti qui vous demande de voter pour un autre, mais la base du parti des sympathisants, justement, a préféré voter pour Touadéra. Donc le second tour sera véritablement compliqué, les jeux des alliances, et croyez-moi jusqu'ici, on ne peut pas avoir une idée précise sur celui qui sortira vainqueur du second tour, parce que les alliances vont véritablement peut-être nous réserver des surprises. On va rester en République centrafricaine pour signaler qu'entre-temps, une vingtaine de candidats dénoncent ce premier tour du scrutin et réclament l'arrêt du processus électoral et une large concertation. Ce rétropédalage est-il encore possible? Il n'est pas du tout possible puisque le gouvernement a dit pas question de revoir le processus, pas question d'arrêter. La communauté internationale d'ailleurs a aussi interpellé les uns et les autres qui ont signé un code de bonne conduite d'avoir un peu de tempérance, un peu de retenue. Et vous avez la sortie du Premier ministre Mahamat Kamoun qui a dit qu'il n'était pas question aujourd'hui que l'on puisse revoir, revenir en arrière. Il faut sortir de la crise aujourd'hui. On a l'opportunité de tourner la page noire qui est en
ensanglanté la République centrafricaine depuis plusieurs années déjà, et donc je pense que tout est bien fait, l'élection est acceptable aujourd'hui, même si elle n'est pas parfaite. D'ailleurs, aucune élection ne peut être qualifiée d'élection parfaite dans un contexte comme celui que vit aujourd'hui la République centrafricaine. On va suivre cette actualité jusqu'au 31 janvier et même un peu plus pour en savoir qui sera le président de la République centrafricaine après tant d'années de crise. Autre sujet sur la table internationale aujourd'hui, candidature de Paul Kagame. Les États-Unis sont profondément déçus par la décision de Paul Kagame qui a annoncé son intention de briguer un troisième mandat. Le département d'État vient de rendre public un communiqué dans lequel Washington exprime sa désapprobation après cette décision. Un reportage et on revient sur le plateau d'International. Dans l'est du continent, à présent, le Rwanda, les États-Unis renouvellent leur opposition à un troisième mandat du président Paul Kagame, alors que depuis plusieurs semaines maintenant, le Parlement rwandais affirme avoir reçu des pétitions spontanées de plus de 2 millions de Rwandais appelant le chef de l'État à se représenter. Washington se prononce clairement en faveur de l'élection d'un nouveau président en 2017. Sonia Rollet. Nous sommes engagés à soutenir une transition pacifique et démocratique en 2007 afin qu'un nouveau président soit élu par le peuple rwandais. Une petite phrase de Rodney Ford, le porte-parole du département d'État américain en charge des affaires africaines. La constitution rwandaise actuelle limite le nombre de mandats à 2, précise encore ce porte-parole, rappelant que le président Paul Kagame avait déjà été élu 2 fois. Nous ne sommes pas pour le changement des constitutions pour des intérêts personnels ou politiques, ajoute Rodney Ford, citant la nouvelle doctrine américaine issu d'un discours de Barack Obama, des institutions fortes, pas d'hommes forts. Le président rwandais n'a jamais ouvertement dit qu'il serait candidat à la prochaine présidentielle, mais que ce serait au peuple d'en décider. Plus récemment, Paul Kagame a également affirmé ne pas être en faveur du changement de constitution, mais il avait suggéré à ses partisans de le convaincre de changer d'avis, ce qui a donné le coup d'envoi à cette campagne de signature, qualifiée de mascarade par l'opposition, qui pour l'essentiel vit aujourd'hui en exil. C'est la première fois que Washington, autrefois considéré comme très proche de Kigali, exprime de manière aussi claire son opposition à un éventuel troisième mandat de Paul Kagame. Pas de 2 poids, 2 mesures donc. Ce porte-parole de la diplomatie américaine le rappelle. Les États-Unis soutiennent ce principe de transition démocratique dans tous les pays de la région à travers des élections libres, justes, qui respectent leur constitution et la limite du nombre de mandats. Alors, si l'on s'en tient au communiqué du département d'État, lequel rappelle la position américaine, l'on a bien envie de demander ceci de façon triviale. Qui décide de quoi à Kigali? Bien évidemment, c'est le président du Rwanda qui décide de la marche de son pays, le président Paul Kagame. Mais on sait très bien que les États-Unis sont d'un très grand soutien pour Kigali et pour le Rwanda. C'est la raison pour laquelle les États-Unis se permettent de donner leur point de vue et même un peu plus sur la marche de la gouvernance, notamment dans ce pays. Mais il convient de relever que ce n'est pas nouveau. Les États-Unis ont toujours cette habitude de vouloir faire comprendre qu'il faut appliquer le principe de l'alternance au pouvoir. Pour les États-Unis, une longévité au pouvoir entraîne la confiscation du pouvoir et c'est la raison pour laquelle les États-Unis aujourd'hui s'expriment, se disent déçus par la volonté de Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017 et par rapport notamment aux réformes référendaires, aux réformes constitutionnelles dans ce pays, le président pourrait être au pouvoir jusqu'en 2034. Mais je pense que c'est un principe, c'est beaucoup plus de la parole que des actes parce que on voit très mal comment est-ce que les États-Unis pourraient rompre leurs relations avec Kigali et si l'on s'en tient bien évidemment à la trajectoire de Kigali, du Rwanda aujourd'hui. Le Rwanda vient de très loin. On se rappelle du Rwanda des années 1994 avec le génocide des Tutsis qui a fait près de 800 000 morts. Aujourd'hui, Paul Kagame a su relever le pays, a su travailler suffisamment à l'effet d'obtenir une croissance économique appréciable qui va se situer entre 8 et 10%. C'est appréciable. Il y a également au Rwanda aujourd'hui une stabilité et le chef d'orchestre de cette avancée démocratique ou alors avancée économique et même sociale dans ce pays, c'est bien évidemment le président Paul Kagame dont on comprend
la mise en garde, je préfère le dire ainsi, des États-Unis, mais cela ne va pas véritablement chambouler les relations de manière fondamentale entre Kigali et bien évidemment Washington. Mais l'autre penchant, c'est Paul Kagame ne paierait-il pas le prix de cette allégeance faite aux États-Unis aux premières heures de sa prise de pouvoir? Non, je ne pense pas particulièrement pour le cas du Rwanda. Les États-Unis expriment leur mécontentement devant toute situation, quel que soit le pays. Au Cameroun, par exemple, lorsque le président Paul Biya a voulu briguer un nouveau mandat, vous avez très bien compris la position des États-Unis. C'est le cas au Congo, dans tous les pays. Il s'agit d'une pratique routinière pour les États-Unis qui s'inscrit dans leur mode de fonctionnement. Aux États-Unis, par exemple, vous savez qu'il y a une limitation de mandat à 2. Alors, comme les États-Unis sont l'exemple démocratique du monde entier, enfin, entre guillemets, c'est ce qu'on dit, les États-Unis estiment que pour qu'on ait des institutions fortes comme le prône de leur président, il faudrait qu'il n'y ait pas des hommes forts, il faudrait qu'il y ait une alternance. Mais je pense qu'à ce niveau, cela peut se comprendre. On pourrait aller loin, peut-être arriver à africaniser cette façon de voir-là, en adoptant une façon de faire qui voudrait qu'à défaut d'avoir une alternance à la tête du pays, qu'on ait au moins une alternance même au sein du parti. Pas forcément qu'il y ait l'alternance à partir du parti politique. C'est-à-dire que, si je prends par exemple le cas du Cameroun, quand on parle d'alternance, cela ne veut pas forcément dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit différent du RDPC, qui soit extérieur au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qu'il y ait une alternance interne. Il peut y avoir quelqu'un du RDPC, mais différent de celui qui est là. On parle des individus finalement. Donc, croyez-moi, les relations entre Kigali et Washington ne vont pas être chamboulées d'aussitôt. On n'a pas beaucoup entendu l'Europe sur la question rwandaise. Oui, bien évidemment, parce que l'Europe connaît très bien la position du président rwandais. On sait très bien le ping-pong qu'il y a eu entre le président Kagame avec la France, notamment sur le fait qu'il fallait déclassifier les documents, la place, le rôle, la responsabilité de la France dans le génocide Hutu. On sait très bien. Donc à partir de ce moment, la France n'a pas jugé intéressant de se prononcer parce que la France traîne également dans ce conflit-là des casseroles. On peut donc comprendre que les États-Unis, qui sont beaucoup plus proches de Kigali, vous savez très bien que Kigali, c'est quand même une région anglophone. C'est l'anglais qui est la langue prisée dans ce pays. Donc, et vous avez suivi la réaction de Paul Kagame qui a balayé d'un revers de la main les critiques des États-Unis dans un langage quelque peu sibyllin. Donc, je pense qu'il n'y a pas à craindre de ce côté. Alors, je vais peut-être vous ramener en arrière. La révision constitutionnelle ne pourrait-elle pas bénéficier de circonstances atténuantes dans le cas du Rwanda, pays qui est quand même stable et qui a une réussite économique depuis 20 ans? Justement, c'est pourquoi on s'inquiète, on s'interroge. Le problème, ce n'est pas l'alternance à tout prix et à tous les prix. Si on estime que... Et d'ailleurs, comment est-ce que la révision de la constitution du Rwanda se fait? Elle s'opère via un référendum. Il y a les députés, les sénateurs qui ont voté d'ailleurs avec un score soviétique. Et donc, on estime que c'est le peuple qui a bien voulu que le président rwandais puisse briguer un nouveau mandat à travers la révision de la constitution. Maintenant, l'avenir nous dira si maintenant... Après 2017, on va apprécier la gestion de Paul Kagame. Est-ce qu'il s'inscrit dans la même dynamique qu'il a enclenchée depuis quelques années? Et c'est à ce moment qu'on pourra évaluer, le juger. Mais pour l'instant, je pense que la bravoure, le boom économique et même politique, l'ouverture démocratique au Rwanda parle pour lui. On va partir du Rwanda pour maintenant aller du côté du Proche-Orient. La mort de Nim al-Nim, le dignitaire chiite exécuté en 2016 en Arabie Saoudite, a déclenché la crainte d'une escalade de tensions au Moyen-Orient dans plusieurs pays de cette région. Les chiites en colère manifestent et les responsables sunnites prennent des décisions radicales. Au premier rang, la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Coup de tonnerre au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite a annoncé ce dimanche la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran. Elle exige le départ sous 48 heures des diplomates iraniens. Les autorités saoudiennes accusent l'Iran d'alimenter les violences envers son pays en représailles à l'exécution du leader religieux chiite Nimer al-Nimer en Arabie Saoudite.
Ces agressions sont une continuité de la politique hostile du régime iranien, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, qui a pour but de déstabiliser la région. La décision intervient après l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat dans la ville iranienne de Mashhad, détruite par des manifestants chiites. Iran, Arabie Saoudite, après la guerre par procuration, est-ce l'heure de la confrontation? Est-ce l'heure de la confrontation? Je pense que la guerre a toujours persisté entre ces deux pays. Sur le plan historique, ça fait 35 ans que ça dure. Même si à un moment donné, il y a quelques accalmies, il y a quelques négociations par-ci et par-là, ça fait 35 ans. L'origine, c'est quoi? Ça part pour faire un petit repère historique de 1979, lorsque notamment la révolution iranienne renverse un président pro-américain du Tchad pour instaurer au pouvoir l'ayatollah Khomeini. Lui estime que justement, il faudrait que l'on puisse répandre l'idéologie chiite sur tout le Moyen-Orient. Or, il se trouve que l'Arabie Saoudite, qui fait partie du Moyen-Orient aujourd'hui, est pourfendeur et défenseur d'une idéologie religieuse qui est plutôt sunnite. Et donc, il y a donc une confrontation sur le plan hégémonique, pour ce qui est de la sous-région, sur le plan de la religion, et bien évidemment sur le plan du marché du pétrole. Donc, il y a deux variantes. Il y a la variante religion, il y a également la variante pétrole. Donc, voilà comment, sur le plan historique, la bataille, la guerre naît déjà entre ces deux pays. Mais l'Iran ne va pas arriver justement à répandre son idéologie chiite sur tout le Moyen-Orient, excepté du Liban, où vous avez par exemple le Hezbollah, qui est une entité politique vraiment incontestable dans cette région-là. Donc voilà tout ce qui se passe. Aujourd'hui, maintenant, vous avez évoqué le conflit, c'est l'exécution du clerc Nim Alim, notamment saoudien, chiite, par notamment le pouvoir de l'Arabie Saoudite. Et la réaction de l'Iran a été de saccager, ça c'est les populations, l'ambassade notamment de Riyad, au niveau de Téhéran. Voilà l'embrasement, et l'Afrique du Sud a décidé de la rupture, pas l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite a décidé de la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran. Donc, il s'agit d'une guerre séculaire qui à chaque fois revient au devant de la scène, tout simplement parce qu'il y a une concurrence hégémonique historique, le contrôle de la superpuissance. Il s'agit de l'hégémonie dans le Moyen-Orient, parce que dans le Moyen-Orient, il y a l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite qui sont deux géants, mais qui luttent, qui représentent deux idéologies religieuses différentes. Le chiisme pour l'Iran, le sunnisme pour l'Arabie Saoudite. Justement, à ce niveau, peut-on craindre des risques d'embrasement, ne serait-ce que par solidarité de croyance, ou alors quelles conséquences pour l'ensemble de la région? La conséquence pour l'ensemble de la région peut se lier à travers la montée en puissance du groupe État islamique. Parce que lorsque ces deux puissances se battent, notamment, c'est le groupe État islamique qui prospère. En Syrie, par exemple, on sait très bien que les deux puissances se livrent une bataille un peu interposée en Syrie, parce qu'on estime qu'il y a une minorité sunnite en Syrie qui est massacrée par le clan de Bachar al-Assad. Et vous savez que partout où il y a les sunnites, vous avez l'Arabie Saoudite. Et or, la Syrie est un pays à majorité chiite, et donc vous avez l'Iran. Donc en réalité même, la bataille, vous savez très bien que les deux pays, l'Iran et l'Arabie Saoudite, ont bien voulu remettre de côté leurs désaccords pour travailler dans un même sillage, dans une même volonté, notamment pour faire reculer le groupe État islamique, notamment le groupe État islamique. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas, et cet embrasement entre ces deux pays va plomber la lutte contre le groupe État islamique. Serait-ce l'intérêt de Washington à vouloir calmer les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Bien sûr, Washington doit le faire, notamment pour présenter patte blanche à la communauté mondiale, car on sait très bien que Washington est un soutien pour l'Arabie Saoudite et non pas pour l'Iran. Et donc, lorsque Washington, et pas simplement Washington, tout le monde entier a fustigé l'exécution du clerc saoudien chiite par l'Arabie Saoudite. Même si les réactions des pays du Golfe, des pays de la région, a été justement de prendre fait et cause pour l'Arabie Saoudite, ce qui ne se comprend pas. Donc on a beaucoup plus ici une solidarité religieuse qu'une solidarité nationale. Parce que vous avez des pays qui se vendiquent beaucoup plus sunnites. Parce que quand vous regardez très bien, ce qui m'a un peu choqué, mais surtout surpris, c'est que vous vous rendez compte que le clerc qui a été exécuté
est un clerc saoudien. Mais le fait qu'il soit chiite et que les chiites sont défendus beaucoup plus par l'Iran a fait qu'il soit exécuté. En réalité, on a le sentiment qu'il n'est pas exécuté pour ce qu'il fait, mais exécuté finalement pour ce qu'il est. Et ça, c'est une façon de voir qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. Et c'est la façon de voir que prend le groupe État islamique. Aujourd'hui, on ne vous tue plus pour ce que vous dites, mais pour ce que vous êtes. On va quitter cette partie du monde et puis, juste là, on va aller aux États-Unis. Le président Barack Obama, ému aux larmes lors de la présentation des mesures de contrôle des armes à feu aux États-Unis, entre notamment la tuerie de San Bernardino et la présentation de ces mesures, la Maison-Blanche est prête à en découdre avec le lobby des armes outre-Atlantique. Reportage. Situé dans le centre de Manhattan, le magasin paraît plus vrai que nature. Sur les présentoirs, des dizaines de pistolets, revolvers et fusils d'assaut. Les premiers clients entrent sans se douter de quoi que ce soit. Ce revolver est très facile à utiliser. C'est l'un des modèles les plus populaires. C'est aussi une arme qu'un enfant de 5 ans a trouvée dans la chambre de ses parents et avec laquelle il a tué son petit frère de 9 mois. Plusieurs caméras cachées filment leurs réactions. C'est l'arme que l'enfant a utilisée? Oh putain. Ce vrai faux magasin est la dernière idée d'une association qui milite pour la prévention de la violence. Every time I think about those kids, it gets me mad. We know we can't stop every act of violence, every act of evil in the world, but maybe we could try to stop one act of evil, one act of violence. So let me outline what we're going to be doing. Anybody in the business of selling firearms must get a license and conduct background checks or be subject to criminal prosecution. Afin de dissuader les Américains, l'histoire de chaque arme est inscrite sur une étiquette. Avec un revolver semi-automatique de ce type, un enfant de 2 ans a tué sa mère. Un fusil d'assaut comme celui-ci a fait plus de 20 morts dans l'école primaire de Sandy Hook. 21 enfants morts, comme ça. À la sortie, rares sont les clients qui veulent toujours repartir avec une arme. Ça m'a fait réfléchir, je ne vais pas en acheter. C'est l'un de nos droits, mais mon opinion a complètement changé. Je ne me sens pas en sécurité avec une arme. Aux États-Unis, une personne qui possède une arme à feu a 2 fois plus de chances d'être tuée. La détermination du président américain Barack Obama, acte de conviction ou simple coup médiatique, juste pour marquer les esprits un an avant son départ? Les deux. Puisqu'on sait que ce n'est pas la première fois que Barack Obama décide de s'attaquer au lobby des armes. Maintenant, c'est aussi un acte de conviction parce que Barack Obama veut laisser quelque chose en héritage aux États-Unis pour qu'on puisse se souvenir de lui. Je pense que c'est un combat plein d'émotions, de volonté, mais ça va être difficile. D'ailleurs, Barack Obama le sait. C'est la raison pour laquelle il n'ose pas attaquer la NRA de front. Il veut l'attaquer de côté, puisqu'il parle d'encadrer la vente des armes, à travers notamment un repérage pointu sur les antécédents psychiatriques des acheteurs d'armes aux États-Unis. C'est à ce niveau que Barack Obama estime qu'il faut intensifier des mesures, qu'il faut intensifier notamment le travail de repérage, le travail de fouille. Donc, je pense que ça va être difficile parce que le lobby des armes aux États-Unis, c'est un lobby qui fait et défait les présidents, notamment dans les campagnes. Le lobby des armes aux États-Unis, c'est quand même en 2013 350 millions de dollars. 350 millions de dollars pour ce qui est du lobby des armes aux États-Unis. Et ces gens-là participent dans les campagnes électorales des candidats. Je prends un cas simple. Ce lobby va jusqu'à attribuer des notes aux députés et sénateurs, notamment. On parle de Ted Cruz et de Rand Paul, qui ont obtenu respectivement un excellent A et un bon B, attribués notamment par le lobby des armes. Et conséquence,
ces deux sont en course pour l'investiture républicaine pour l'élection de 2016. Justement, c'est là où je voulais en venir, sur la position des républicains face à ce projet. On sait très bien que les républicains, pour la plupart, sont un peu soutenus par le lobby des armes, beaucoup plus. Pourquoi? Et ce n'est pas pour discréditer les républicains, parce que la liberté de détenir une arme est contenue dans le 2e amendement de la Constitution des États-Unis. Donc le fait de défendre la position des armes n'est pas un crime en soi, parce que la Constitution américaine le permet, l'autorise. Et tous les présidents qui ont voulu s'attaquer à ce 2e amendement se sont cassés le nez. Barack Obama a commencé, il s'est dit que maintenant il n'a plus rien à perdre, puisqu'il y a 1 an de la fin de son mandat. Autant mieux jouer son va-tout. C'est pourquoi je disais qu'il s'agissait également d'un coup médiatique, mais surtout de vouloir rester dans les arcanes, dans les archives, comme celui-là, qui aura au moins essayé. Et quand on sait très bien qu'il y a des événements qui parlent pour lui, il y a les tueries du Connecticut, l'école de Sandy Hook, il y a les tueries de l'Oregon. Donc il y a un ensemble d'actes qui amènent Barack Obama aujourd'hui à dire, voilà, devant cette boucherie, il faut faire quelque chose. À défaut de détruire le puissant lobby des armes, il faut réglementer cela. Mais il y a une mesure, mais il y a une question. Les arguments de Barack Obama butent sur un argument. L'argument, c'est que justement, tous ceux qui ont commis ces meurtres, quand on a analysé, fait un repérage, on s'est rendu compte qu'ils avaient acquis toutes ces armes-là de manière légale. Alors, justement, l'annonce du 5 janvier dernier vise quoi? À révolutionner les mœurs américaines? Bien évidemment. C'est ça en fait. Or, les Américains dans leur esprit savent que les armes font partie de leur quotidien. Vous savez, aux États-Unis, c'est vrai que les chiffres sont ahurissants. 30 000 personnes, je crois, meurent par an dans des tueries et des massacres liés aux armes à feu. Mais les armes ne s'utilisent pas d'eux-mêmes. Ce sont les individus qui utilisent les armes aujourd'hui. Le fait qu'il y a un problème, il y a un effet boomerang qui se dégage, qu'il faut suffisamment lire aujourd'hui. Le revers de la médaille, c'est quoi? C'est qu'on a une société aujourd'hui où une société empreinte à une violence inouïe. Et les Américains se sentent en insécurité. Et cela estime que sur le plan psychologique et moral, leur sécurité pourrait découler de ce qu'un Américain sait qu'il a son âme chez lui et que s'il voit un bandit ou un délinquant, il pourrait se défendre. Donc il s'agit d'une volonté des Américains d'assurer leur défense aujourd'hui. Et les Américains estiment qu'avec une arme, ils peuvent assurer leur défense. Le fait est qu'il y a une observation qui se fait, c'est que depuis qu'il y a des tueries, que ce soit dans le Connecticut ou dans l'Oregon, la vente des armes a connu un boom aux États-Unis. Les gens se sont plutôt dirigés vers les magasins pour acheter les armes. D'ailleurs, vous avez vu dans ce reportage, Gun Market. Donc, il y a des marchés, des magasins où on vend légalement les armes. Voilà. On va quitter les États-Unis, on va s'intéresser à quelque chose de plus détendu, c'est du sport, avec Zinedine Zidane qui débarque sur le banc du Real Madrid à la place de Rafael Benitez, destitué après 7 mois seulement. Le Français, jusque-là, entraîneur de la réserve madrilène, aura la lourde tâche de sauver l'ogre espagnol d'une deuxième saison blanche. Le reportage, et on revient sur le plateau pour en parler. Florentino Pérez. Zidane est sans aucun doute une des plus grandes figures de l'histoire du football. Il sait mieux que personne ce que signifie être à la tête de l'équipe première du Real Madrid. Il est pleinement conscient du côté à la fois dur et passionnant de son rôle compliqué d'entraîneur. Zidane, à partir de maintenant, tu es l'entraîneur du Real Madrid et pour moi en tant que président, c'est un honneur de t'avoir à mes côtés parce qu'en plus, je sais que pour toi, le mot impossible n'existe pas. Zinedine Zidane. Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde. Ce que nous devons faire maintenant et ce que je vais essayer de faire, c'est faire de mon mieux pour que cette équipe à la fin de la saison remporte quelque chose. C'est un jour important pour moi. Sûrement comme pour tous les entraîneurs, je suis un peu ému, plus que quand j'ai signé comme joueur. Mais c'est normal. À partir de demain, ce sera autre chose. Je vais mettre tout mon cœur pour ce club et faire en sorte que tout se passe bien.
Gisela, vous avez certainement dû percevoir l'émotion dans ma voix tout à l'heure, puisque je me pose cette question. C'est un énorme challenge pour Zinedine Zidane? Bien évidemment, il s'agit d'un challenge, mais il faut également relever que le Real Madrid, est un club atypique. Au Real de Madrid, l'entraîneur n'est pas le plus fort. C'est l'équipe qui est forte. Ce sont des joueurs achetés à coups de milliards qui sont forts, qui font les entraîneurs. D'ailleurs, Benitez part justement parce qu'il a eu un problème avec le vestiaire, notamment Ramos et Cristiano Ronaldo. Or, Zidane aujourd'hui arrive au Real avec comme une espèce de no-name. Zidane n'a fait ses preuves nulle part. Il vient de l'équipe réserve. Un bon joueur ne sera pas forcément un bel entraîneur. Ce qu'il faut comprendre également. Les Platini ont essayé. Aujourd'hui, on a Laurent Blanc qui a quand même fait ses classes à Bordeaux avant de prendre l'équipe de France tout de même. Donc je pense que ça va être difficile pour Zidane. Mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Il n'a rien à perdre. Il n'a pas demandé à être entraîneur du Real Madrid. Mais aussi, il y a quelque chose d'intéressant à relever. Zidane a dit il a appris auprès de José Mourinho, il a appris auprès du coach Carlo Ancelotti, puisqu'il a été adjoint de Mourinho et d'Ancelotti. Là, je pense qu'il a suffisamment appris auprès de ces gens-là. Et aujourd'hui, si Zidane se plante, on ne va pas trop le critiquer parce qu'il n'a pas incarné d'adresse qui parle pour lui. Il n'a pas un nom. Tout ce qui parle pour Zidane, c'est la carrière de joueur. Or, il s'agit maintenant que l'on puisse évaluer Zidane différemment en tant qu'entraîneur assis sur le banc et non pas sur le terrain. Le problème également, c'est que Zidane est impulsif. On se souvient très bien de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2006 avec Materazzi. On se rappelle en 2000 quand il a marché sur un joueur. Étant sur le banc de touche, est-ce qu'il va contenir cette émotion-là? La question se pose. Est-ce qu'il va transmettre sa niaque, sa grinta, sa vision? On sait très bien. Il a annoncé les couleurs en parlant d'un Real offensif. Sauf que le problème du Real aujourd'hui, il est défensif. Il n'est pas offensif. Mais on sait aussi que quand on a un président comme Pérez, lui c'est le beau jeu, il a dit une fois qu'il préférait que le Real gagne 9-8 que de gagner 1-0. Mais le problème au Real aujourd'hui, c'est un problème défensif d'abord. Alors, Zinedine Zidane, un entraîneur non-name, c'est donc un énorme risque d'avoir sur le banc du Real Madrid un entraîneur très peu expérimenté. Mais un risque, c'est vrai peut-être, mais si on estime que le Real n'a pas vraiment besoin d'un entraîneur, moi-même, je n'ai pas entraîné le Real de Madrid, entre parenthèses, c'est pour dire que le Real a une constellation de stars. En réalité, on parlera même de sélectionneurs, pas d'entraîneurs. Vous avez un Cristiano Ronaldo qui a travaillé avec les plus grands, avec Mourinho, avec Ferguson, vous avez Gareth Bale, vous avez Benzema. C'est pas vraiment un entraîneur. Je veux dire, le Real a déjà un nom. Le problème sera de gérer les stars au sein du Real Madrid. Et je pense que Zidane a l'aura qu'il faut. On a vu comment il est entré dans les vestiaires, saluer de manière amicale les joueurs et surtout que les joueurs l'aiment. Apparemment, je dis bien apparemment, les sources ne sont pas véritablement fiables, mais à 75%, Cristiano Ronaldo et Ramos auraient milité pour Zidane. Alors, en 12 saisons, 10 entraîneurs se sont succédés à la tête du grand club. Que doit faire Zidane pour ne pas passer à la trappe? Je pense que ça va être difficile. Faire simplement ce qu'il a à faire, gagner la confiance des joueurs, travailler sur le secteur défensif et surtout apprendre à contenir ses émotions. Je pense qu'il va être difficile pour Zidane. D'ailleurs, le match qui arrive, ce sera contre la Corogne. On verra donc les premiers pas de Zidane sur le banc de touche Real en tant qu'entraîneur principal. Mais je pense que ça va être difficile pour Zidane. On ne peut que lui souhaiter bon vent dans le quota très fermé des entraîneurs de football de haut niveau. Alors Ghislain, on va se dire au revoir et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une autre émission internationale. Bien évidemment. Ce fut un plaisir d'être avec vous, mesdames, messieurs. C'est la fin de cette édition. Restez sur Canal 24. Au revoir.